En route vers la présidentielle, l'interview sur Radio Classique et Public Sénat. Bonjour Mickaël, bonjour Nathalie Arthaud, bienvenue sur l'antenne de Radio Classique et de Public Sénat. Je ne sais pas si vous avez encore eu le temps de lire Libération ce matin, mais il y a une grande enquête sur la gauche qui ferait peur au marché. Vous faites partie de la gauche, même si vous n'êtes pas tout à fait favorable à François Hollande. Est-ce que vous considérez, puisque vous êtes aussi prof d'économie, qu'il y a un risque, si la gauche l'emporte, les marchés dévissent? Enfin, je pense surtout que la crise financière n'est absolument pas jugulée. Absolument pas. Je constate d'ailleurs que une agence de notation a quand même dégradé la note de la France, y compris il y a déjà donc un certain nombre de semaines. Donc non, moi je crois que c'est pas tellement la gauche qui pose problème ou le retour de je ne sais qui au pouvoir. C'est surtout que justement cette spéculation elle continue, que cette crise n'est pas réglée, qu'au contraire elle s'aggrave. Et c'est bien ce que je dis depuis le début de cette campagne, c'est que finalement ce qui sera déterminant pour la vie de la population et des travailleurs, c'est pas tellement ce qui se passe là dans les urnes dimanche ou dans 15 jours, c'est ce qui se passe plutôt sur les marchés financiers. Mais est-ce que vous n'êtes pas déçu par, puisque vous êtes prof aussi, par le score qui est le vôtre, pardonnez-moi d'être direct, mais vous êtes bon dernier avec Jacques Cheminade, avec 0,5%, donc tous ces efforts pour obtenir un résultat minime ou un résultat satisfaisant? Nous sommes satisfaits d'avoir pu défendre nos idées à cette échelle-là. Des idées que nous défendons 365 jours sur 365. Et des idées dont nous sommes tout à fait conscients qu'elles sont effectivement à contre-courant. Nous sommes communistes, révolutionnaires. Nous pensons qu'il faut la changer, cette économie de fond en comble. Nous pensons que tout ça, cela passera non pas par ces élections-là qu'on nous organise, mais où finalement on n'a quand même pas le choix, mais par un rapport de force, par des luttes, par une mobilisation. À partir du moment où les travailleurs ne se battent pas pour leurs intérêts, politiquement, rien ne changera pour eux, de fondamental en tout cas, rien sur les salaires, sur les emplois et sur les retraites. Donc voilà, on est conscient d'être minoritaire et en même temps d'avoir pu faire avancer un certain nombre d'idées, justement, un certain nombre d'objectifs pour les travailleurs, je crois, et de ce point de vue-là, nous en sommes contents. Question Michael Zamès. Est-ce que vous avez l'impression que cette élection se transforme en un référendum contre l'argent? On voit la une du Point, par exemple, hier, la haine des riches. En tout cas, contre Sarkozy, ça c'est certain. Et contre l'argent, oui aussi, d'une certaine façon. Je crois que s'il n'y a pas aussi beaucoup d'illusions ou d'attentes dans cette élection, c'est que la crise a montré que le véritable pouvoir n'était pas au gouvernement, pas au ministère, que le véritable pouvoir c'était ce pouvoir de l'argent, effectivement, ce pouvoir des spéculateurs, ce pouvoir des banques et ce pouvoir des grands groupes qui font eux leur politique, qui appliquent eux leur programme, quel que soit celui qui est président de la République, si vous voulez. Et on l'a quand même bien vu dans cette crise. Tous les gouvernements, qu'ils soient de droite ou qu'ils soient de gauche, ont appliqué exactement la même purge, c'est-à-dire suppression d'emplois dans les services publics, baisse des retraites, baisse des salaires, donc aggravation. Donc, si on vous entend bien, peu importe qui soit élu président, ça ne changera rien. Sur le fond, en ce qui concerne le chômage, en ce qui concerne la vie dans les quartiers populaires, oui, je crois que ça ne changera rien. Parce que la réalité, c'est que tout ça dépend effectivement de la crise. Vous savez, c'est assez mathématique, Ce que les groupes capitalistes, ce que les gros actionnaires ne peuvent pas trouver sur le marché avec l'élargissement de leurs ventes et de leur chiffre d'affaires, eh bien où vont-ils le chercher Leur augmentation de profit de 5, de 8, de 10%, où vont-ils aller la chercher? Eh bien ils vont la chercher dans l'aggravation de l'exploitation. Voilà, c'est comme ça. Il n'y a pas d'autre façon. Ça, vous allez l'expliquer à vos élèves quand vous allez retourner en cours le 30 avril prochain. Je vais surtout faire mon programme, mais vous savez, j'ai l'impression que les journalistes découvrent que les enseignants ont des idées. Je peux vous garantir que tous les enseignants auront de leurs idées. Ça ne va pas être simple d'expliquer ça. Vous allez pardonner. Et je vous rassure également. Moi aussi, j'ai été enseignant. Par exemple, quand je lis dans le programme, parce que c'est intéressant avec Mickaël, on s'intéresse à votre programme, la réquisition des logements vides. Il n'y a pas beaucoup de pays où ça... C'est une loi. D'accord. C'est une loi depuis 45, vous savez quand même. D'accord, mais il n'y a pas beaucoup de pays où ça se pratique. L'expropriation des grands groupes bancaires, il n'y a pas beaucoup de pays où ça se pratique. La taxation à 100%, il n'y a pas beaucoup de pays où ça se pratique. La discussion sur l'interdiction du licenciement, ça a déjà existé. Donc, je dis pas qu'il n'y a pas beaucoup de pays où ça se pratique. Mais enfin, tout ça est comme la suppression de l'armée permanente. Cette espèce d'utopie anticapitaliste. Et tout à l'heure, vous disiez une phrase que je trouve intéressante. Vous dites, la spéculation. Mais la crise, elle est aussi fondée sur les dettes. C'est pas simplement la spéculation des hedge funds ou des grands groupes. Les grands groupes, ils fabriquent des emplois. Vous le savez, vous êtes prof d'économie. Ils passent pas leur temps tous les matins à se réveiller en disant, on va exploiter Nathalie Arthaud, Guillaume Durand et Michaël Zamès. Ils fabriquent de la richesse aussi.
C'est les travailleurs qui fabriquent de la richesse. Et la réalité, c'est que depuis la crise de 73, 74, eh bien, l'élargissement en ce qui concerne les richesses matérielles est stoppé et que ces profits qui sont générés effectivement par le travail de chacun, où vont-ils? Ils ne trouvent pas à se réinvestir. D'où effectivement la financiarisation qu'on a vu se développer, se démultiplier, ces bulles spéculatives qu'on a vu se déplacer d'un pays à un autre, d'un produit à un autre. Et tout de même les subprimes. Oui. Les subprimes, ça a été quand même la réalité. C'était mais personne ne l'a nié, le reflet. Oui, mais ce qui s'est passé depuis, c'est que justement, il a fallu renflouer les banquiers. Il a fallu s'endetter, tous les États se sont endettés d'une façon considérable, absolument tous les États du monde, et effectivement, là, un nouveau champ a été ouvert à la spéculation, qui était inconnu jusqu'alors. C'est la dette des États. Voilà. Alors c'est vraiment, si vous voulez, ça montre toute l'absurdité d'un système où finalement plus on dégage. Donc j'en reviens à la question de tout à l'heure. Est-ce que vous avez le sentiment que la gauche fait peur au marché, puisque vous dites qu'il y a une spéculation justement sur les dettes des États. Donc ça veut dire que éventuellement cette question va se poser. Si on prend votre logique. Mais la spéculation, elle se fait sur absolument tout, sur n'importe quelle rumeur, elle se fait sur la pluie, sur le soleil. Maintenant, il y a des produits qui spéculent, et si, il y a des produits aussi qui spéculent là-dessus à la bourse. La spéculation, elle se fait sur tout, absolument sur tout, sur n'importe quel changement, n'importe quel changement, y compris de tête à tel ou tel institut. Voilà, elle se fait sur tout. Et le problème, c'est ça. Moi, je pense qu'il faut absolument qu'on reprenne la maîtrise de notre économie et qu'on décide collectivement de ce qu'on fait. En renationalisant tout. En tout cas, les banques et les grands groupes, parce que ce sont eux qui commandent l'économie. Et qu'on puisse enfin... Dites-moi où ça marche. Ah, mais ça marche. C'est effectivement inventé. Expliquez-moi. La prof d'économie explique aux profs d'histoire où ça marche. Parce que vous pensez que voilà, on a inventé ce qui était le mieux, le plus parfait dans l'économie et qu'on peut pas aller plus loin, qu'on peut pas aller au-delà. Vous savez, les premiers hommes qui sont allés sur la Lune n'ont pas trouvé de marche de pas pour... C'est pas agressif à ma question. Non, mais moi les coopératives, c'était au 19e siècle, les nationalisations, les essayant en 80 en France en tout cas. Et je vous ferai remarquer que les nationalisations, il y a beaucoup de pays qui sont retournés aux nationalisations d'un certain nombre de banques d'ailleurs parce que ils ont bien compris qu'il fallait essayer un tant soit peu de les contrôler. Moi je dis effectivement expropriation de ces intérêts privés dont on a vu quand même tous les méfaits tout de même. Tout le monde. Pardonnez-moi, vous allez me dire que je suis très provocant, mais c'est du domaine du catéchisme, ça n'a plus aucun rapport avec l'économie. Mais vous êtes en train de me dire. Allez-y, attaquez-moi. Vous êtes en train de me dire que finalement tous les banquiers, dont tout le monde a dit qu'ils étaient irresponsables et qu'ils s'étaient comportés de façon immorale. Mais tout le monde le dit, mais bien sûr qu'il y a une réflexion dans le pays sur ce thème. Vous êtes en train de me dire qu'on ne peut rien faire, qu'il faut les laisser aux manettes, qu'il faut les laisser au pouvoir. Mais je n'ai jamais dit ça. Moi, je vous dis tout juste le contraire. Je vous dis tout juste qu'à partir du moment où on considère qu'ils ont été irresponsables et qu'ils sont aveuglés, si vous voulez, par la recherche des profits privés, il faut absolument les empêcher de nuire. Et les empêcher de nuire, ça veut dire reprendre les banques, c'est pas toute l'économie. Les banques, c'est pas toute l'économie. C'est pas toute l'économie, mais ça commande l'économie. Ça commande la vie, vous savez, de millions de tout petites entreprises qui pleurent pour arracher de quoi allonger leur trésorerie. Aujourd'hui, il y a une bouchère dans le Jura qui fait la grève de la faim parce qu'elle n'a pas de quoi. Alors voilà, et ça commande l'économie. Et moi, je crois qu'une économie organisée, maîtrisée, ce serait une économie qui maîtriserait où vont les capitaux, où ils sont investis, à quoi ils servent. Parlons un petit peu de ce qui va se passer le 7 mai au matin. Selon vous, les plans sociaux rebondissent, le chômage également. Dès septembre, vous appelez à la grève dans la rue? Tout le monde le dit. Vous avez vu, tout le monde explique que le temps de la campagne électorale, il y a eu une sorte de trêve, que les grands groupes se sont retenus, mais que tout ça est préparé. Donc des plans massifs à attendre dès le 7 mai au matin. Et puis vous savez, on en connaît déjà les noms. On connaît déjà ArcelorMittal, Florange, on connaît déjà Peugeot, Citroën, Aulnay, Sevel Nord, Aordain, on connaît Fralib. On a déjà toute une liste. Effectivement, et on sait que c'est simplement la continuité de ce qui se passe depuis maintenant près de 4 ans, c'est-à-dire une usine qui ferme tous les jours. Donc le chômage va continuer. Et votre combat, c'est dans la rue? Et donc il va falloir se défendre, ne pas accepter cela. Dire le minimum, c'est que les profits qui existent servent à garantir les emplois et les salaires, c'est le minimum. Les actionnaires ont de quoi amortir, eux, la crise. D'ailleurs, vous savez, c'est quand même leur justification économique et sociale. Ils nous expliquent que
c'est normal qu'ils se servent dans les profits, c'est normal qu'ils se versent des superbes dividendes parce qu'ils prennent les risques. Ce sont eux qui assument les risques. Et bien là, on a une économie qui est en crise, c'est à eux d'assumer les risques. Et en plus, ils ont l'argent pour cela. Eux, ça ne va pas les condamner à la misère. Vous voyez, si on leur dit pendant un an, vous ne touchez pas de dividendes. Alors qu'un travailleur qui est mis au chômage, lui, il est condamné à la misère. Lui, c'est la catastrophe. Donc septembre, ça se passe dans la rue, Nathalie Arthaud, c'est ça le combat? Il perd tout. Votre combat? Moi, j'espère que le plus tôt possible, les travailleurs réagiront collectivement pour ne pas se laisser faire. En 80, François Mitterrand a été président de la République, le premier président de la République de gauche. Il y a une hypothèse qui n'est pas du tout une certitude que François Hollande le soit. Ça ne génère chez vous aucun espoir? Eh bien, je sens une sorte de silence. Non, non, justement, aucun espoir, et je crois que c'est pas que chez moi d'ailleurs. Vous voyez, je crois que François Hollande va pouvoir peut-être réaliser quelques avancées sur le terrain de la société que moi j'approuve. En ce qui concerne par exemple le mariage des homosexuels, ou même l'adoption, ou même le droit de finir sa vie dans la dignité, tout ça, je peux le saluer. Je sais que, y compris Mitterrand, sur la peine de mort, il avait aidé effectivement la société comme ça à faire un pas en avant. Mais en ce qui concerne ce qui est essentiel pour les couches populaires, effectivement, et je crois que c'est l'emploi. C'est l'emploi. Que les centaines de milliers de jeunes aujourd'hui qui ne se voient pas d'avenir dans la société aient accès à un emploi, qu'on ait un salaire qui permette de vivre, et pas les 1 000 € aujourd'hui du SMIC, où on est pauvre, où il faut faire la queue pendant 2 heures à la CAF pour obtenir une petite allocation qui aidera à boucler le mois, ou en tout cas à ne pas complètement se noyer. Voilà, c'est cela. Et pour obtenir cela, je suis bel et bien convaincue qu'il va falloir une sacrée pression sociale, renouer avec des mobilisations, parce que le gouvernement, y compris de Hollande, ne l'imposera pas au patronat. Sur le plan du discours, est-ce que vous n'avez pas l'impression, parce qu'on l'évoquait tout à l'heure justement une première fois avec Mickaël, mais que Jean-Luc Mélenchon vous a pris tout l'espace finalement? C'est-à-dire l'espace qui était occupé les années précédentes, une partie par Lutte ouvrière ou les autres candidats d'extrême gauche, finalement il a tout raflé dans cette alliance avec le Parti communiste. Ce qui est sûr, c'est qu'effectivement il attire à lui tous ceux qui veulent signaler leur méfiance vis-à-vis de Hollande, ça c'est sûr, mais sur un autre terrain que le nôtre, parce que lui ce qu'il propose, c'est toujours le recours au vote, bien voté, c'est-à-dire il faut absolument un bon gouvernement de gauche et puis lui faire confiance et puis attendre de lui. Il a fait le serment porte de Versailles hier qu'il n'y participerait pas, il a exhorté ses alliés communistes à ne pas participer à ce gouvernement. Oui, mais lui ce qu'il aspire, c'est un gouvernement qu'il dirigerait. Mais que ce soit Hollande à la tête d'un gouvernement ou que ce soit on pourrait dire Mélenchon vous a tué ou que ce soit Jean-Luc Mélenchon, pour nous c'est toujours cette même idée. Il faut attendre un sauveur suprême qui va venir effectivement faire à notre place, et ça c'est pas vrai parce que c'est pas révolutionnaire. Quel que soit, il n'est pas révolutionnaire, il n'est pas anticapitaliste, il a beaucoup d'idées pour gouverner dans le cadre de cette économie capitaliste. Je reviens, pardonnez-moi, la dureté. Et nous disons qu'il n'y aura pas de place dans le contexte actuel pour un bon gouvernement de gauche. Voilà, quels que soient ses engagements vis-à-vis des travailleurs. Pourquoi ? Parce qu'il y a la crise, parce que le gâteau se rétrécit, et parce que ceux qui dirigent et qui ont le pouvoir, veulent leur part, veulent garder leur part intégrale, et donc, ils doivent prendre sur quelqu'un. Voilà, si vous voulez, c'est eux, ou ce sont les travailleurs. Merci Nathalie Arthaud d'être venue nous voir ce matin donc, sur l'antenne de Radio Classique et de Public Sénat. Bonne journée à vous. On se retrouve dans un instant pour le rappel des titres et la revue de presse. Au revoir, Guy. À demain.